Bonjour et bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui va à l'encontre de créatifs qui donnent vie à leurs idées. En ce mois de juillet, c'est Julie Barbeau qui va répondre à mes questions. Bonne écoute. Miam 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 miam. Donc, bonjour Julie, Bonjour Arthur. bienvenue dans le nouvel épisode du podcast du mois de juillet. Cette fois-ci, on n'est pas en direct, donc il y aura peut-être des différences de son, mais tout va bien. Donc Julie, artiste brodeuse, présente-toi, dis-nous un peu qui tu es, ton parcours, tout ça. Tout à fait. Donc tu l'as très bien dit, je suis artiste brodeuse. J'ai commencé à faire cette activité mi-2019. Donc là on est en 2021, ça fait à peu près 2 ans. Donc pour t'expliquer un petit peu mon parcours scolaire d'abord, j'ai fait un bac art appliqué en sortant de la 3e. C'était à Montaigu. Après ça, je suis partie à côté de Paris, à Sartrouville. J'ai fait un brevet des métiers d'art en broderie. Donc ça dure 2 ans. C'est un niveau bac. Et pendant ces 2 ans, j'ai fait un CAP broderie main en candidat libre. Donc j'avais un bagage technique au bout de la première année et un petit peu plus la 2e année avec le BMA. BMA, donc brevet des métiers d'art. Pendant cette formation-là, j'ai pu faire quelques stages dans la broderie haute couture. Donc j'ai découvert un petit peu l'univers du luxe et toutes les techniques de broderie qui pouvaient exister, que je ne connaissais pas du tout avant. Et puis après ça, j'ai fait 2 ans de diplôme des métiers d'art, donc DMA, à Rochefort. C'était une formation axée sur la création, mais avec quand même une forte exigence sur la technique, et notamment la broderie or, qui est la spécialité de la ville de Rochefort, donc tout ce qui est matériaux métalliques et précieux, qui ne se travaille pas du tout de la même manière que les autres matières. Et donc ça, c'est la spécialité qu'on nous demandait de travailler obligatoirement dans le diplôme. Donc avec toutes ces formations-là en broderie, j'avais un bagage plutôt complet de ce qu'il existe en technique aujourd'hui. Puis après ça, j'ai fait 1 an de bac pro photo à Montaigu, là où j'avais fait mon bac, pour finir un petit peu mon parcours créatif. Et comment t'es tombée, si on peut dire ça, dans la broderie du coup? Alors c'est presque un hasard, c'est-à-dire que en sortant du bac, moi ce que je voulais faire c'était de la création de costumes. Je voulais être créatrice de costumes, je voulais dessiner des costumes complètement extravagants, spectaculaires, et les réaliser. Donc j'avais demandé des écoles de costumes, j'ai pas été prise. Et mon choix par défaut, si on peut dire ça comme ça, la seule école qui a voulu de moi, c'était l'école de broderie. Et je me suis dit que dans tous les cas, ça me servirait pour le costume plus tard, donc c'était pas perdu, ça m'intéressait forcément quand même. Et c'était dans la même école que l'école de costume que je voulais, que je convoitais tant, on va dire. Et donc j'ai fait cette première année en broderie en me disant que j'allais ensuite enchaîner sur du costume, que dans tous les cas l'année d'après j'allais retenter cette école de costume. Et finalement, j'ai adoré la broderie. Mes professeurs m'ont aussi poussée dans cette voie-là en me disant que je me débrouillais plutôt pas mal. Trop bien du coup que tes profs t'encouragent aussi dans cette... Oui, parce que en fait, ce qui m'encourageait à faire, c'était de ne pas arrêter au milieu de la première année, parce que le BMA, c'est en 2 ans, donc je m'étais engagée dans une formation en 2 ans, et moi, ce que je voulais faire, c'était arrêter au bout de la première année pour rebifurquer sur le costume directement. Et voilà. Ce qu'ils m'ont déconseillé de faire fortement, c'était d'abandonner la formation en soi. Ils m'ont dit, écoute, va au bout, fais tes 2 ans, obtiens ton diplôme, et après, tu fais ce que tu veux. Si tu veux partir en costume, tu pars en costume, mais au moins, va au bout. Donc je me suis dit, bon, d'accord, ils ont peut-être pas tort. 1 an, c'est pas grand-chose, surtout que j'avais déjà un an d'avance sur mon parcours scolaire. Donc au final, c'était un peu l'argument débile, mais qui me permettait de me rassurer. Et donc je fais ma 2e année de broderie. J'avais des copines qui étaient dans la formation de costume, qui étaient donc dans le même établissement, que je voyais régulièrement acharnées derrière leur machine à coudre pour rendre les costumes en temps et en heure. Et plus ça allait, et moins cette formation-là de costume me parlait. C'était quand même très technique. Elles passaient leur temps derrière la machine à coudre à faire des patronages et à faire des vêtements, en fait. Clairement, c'était ça. Et moi, à côté, je découvrais un univers vraiment pur en broderie, avec la broderie haute couture. Donc c'est vraiment des jeux de matière, des motifs, des techniques, et c'était presque infini comme possibilité, en fait, tout ce qu'on pouvait créer en broderie. Et la différence entre ces 2 mondes-là m'a fait me rendre compte que, effectivement, la broderie,
la broderie, c'était vraiment pour moi et que le costume, pas tant que ça finalement. Parce que souvent, enfin, là, tu parles vraiment à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en broderie. Pour moi, vraiment, la broderie, alors, c'est un énorme cliché, mais c'est le tambour tendu et on vient piquer en croix. Ouais, alors ça, c'est une des techniques de broderie. Euh, Moi, là où j'ai appris à broder, on ne brodait pas sur des tambours, on brodait sur des métiers à broder, c'est ce que j'utilise encore aujourd'hui et ce qu'on utilise dans la plupart des ateliers. C'est-à-dire que c'est un espèce de grand cadre en bois sur lequel tu viens fixer ton tissu et ça permet de le tendre à fond sans qu'il bouge et que tu puisses faire des grands formats sans être contraint par il faut que je bouge mon cercle tous les 10 cm, quoi. Donc c'est vraiment un outil professionnel de la broderie qu'on ne connaît pas spécialement si on n'est pas amené forcément. Mais ça change tout, quoi. On en parlera peut-être plus en profondeur dans la partie technique et outils avec justement tout ce que tu utilises pour créer ce que tu fais. Ouais. Et du coup, là, on était rendu, donc tu as été encore un peu en école, tu as fait des stages, Ouais. et ensuite, on va ça. Et ben en fait, j'ai surtout appris pendant mes stages. Parce que là où j'étais, on nous imposait presque de faire nos stages dans la haute couture. Donc c'est l'école la plus formatrice en broderie pure. En tout cas, si on veut acquérir une technique vraiment presque irréprochable, il faut passer par la haute couture parce qu'il y a des exigences qu'on ne retrouve pas ailleurs et en même temps il y a des délais à respecter sur les périodes de défilé qui sont assez dingues. On fait des horaires de malade, il faut aller très très vite, il faut être productif et en même temps il faut que la technique elle soit impeccable. Donc c'est une école assez formatrice d'être dans des ateliers comme ça. Après il y a tout type d'ateliers, moi j'en ai fait plusieurs et effectivement tous ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a des ateliers qui sont énormes avec beaucoup beaucoup de personnes, il y a des ateliers plutôt familiaux où il y a très peu de personnes, c'est des petits ateliers où c'est une ambiance un peu plus humaine. Voilà, tout existe aussi dans les ateliers de broderie, mais tous travaillent pour les mêmes maisons, quoi. Donc on se retrouve à travailler pour des grands noms de la couture très tôt, quoi. Tu as déjà vu donc des créations auxquelles tu as participé, défiler sur des podiums, magazines et compagnie? Ouais, bah, même pas dans un magazine, mais dans la vitrine de chez Dior. Je me rappelle, c'était la toute première fois que je travaillais sur un vrai modèle qui était pour un client, parce que généralement les stagiaires on les met sur des échantillons ou sur des choses pas très importantes. Là, comme j'avançais bien et comme ils voyaient que j'avais envie aussi de m'investir un peu plus dans la vie de l'atelier, ils m'avaient mis à travailler sur l'un des modèles qui allait défiler. C'était en 2014, je crois, sur le défilé de Dior. Et puis quelques mois plus tard, effectivement, on a vu le défilé, bon pas en vrai parce qu'il était à l'autre bout de la planète, mais on l'a vu en redifféré. Et puis quelques mois plus tard, le modèle était revenu chez Dior, il était dans la vitrine à Paris. Donc là, c'est assez chouette de passer devant et dire oh, c'est moi qui ai posé la moitié des paillettes qu'il y a sur cette robe. Enfin, pas la moitié non plus, mais une petite partie. Trop bien. Tu te posais devant la vitrine en mode c'est moi qui ai fait le. Non, pas encore. Mais je regardais, j'ai plus le titre du documentaire Netflix que je regardais là-dessus, sur les ateliers justement, je crois que c'est peut-être pas Netflix, peut-être un documentaire Arte, où il parlait il y a des hiérarchies avec la madame, qui est la chef d'atelier, je crois, et après il y a différentes catégories et tout, enfin c'est fascinant, ouais. Oui, oui, c'est assez hiérarchisé ce système-là. C'est-à-dire qu'il y a. Alors, c'est aussi très catégorisé. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les dessinateurs, donc il y a ceux qui pensent la broderie, qui la conçoivent. Et après, il y a ce qu'on appelle les petites mains, c'est ceux qui fabriquent, et généralement celles, parce qu'il y a quand même majoritairement des femmes, dans l'atelier. Et dans les gros, gros ateliers, les dessinateurs et les brodeuses ne se croisent quasiment jamais, en fait. Et donc c'est pour ça qu'il y a une chef d'atelier qui est quand même destinée à faire la navette entre les deux services, si on peut dire. Des fois, ils sont sur des étages complètement différents dans le même bâtiment. Enfin, c'est vraiment une organisation assez énorme. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que du coup, alors on en parlera ensuite, donc là tu es freelance, donc techniquement, tu peux répondre à des commandes de haute couture ou tu as vraiment arrêté ça? Moi, c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui, mais je pourrais, techniquement. Je pourrais, il y en a qui se sont lancés comme ça et qui marchent très très bien aujourd'hui, qui sont très doués dans ce qu'ils font, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. En fait, j'ai pas envie de broder pour du vêtement. C'était une transition, je savais. Ouais, tu l'as bien pensé, c'est bien.
Non, ce qui m'intéresse, c'est de travailler la broderie plutôt en lien avec l'espace et d'avoir une vraie interaction avec la personne qui va venir découvrir la broderie et presque de travailler sur quelque chose de l'ordre de l'installation ou de l'œuvre vraiment liée à son environnement, liée à l'espace. Et le vêtement, ça m'intéresse pas trop. Non. Ok. Parce que j'avais vu dans une petite recherche et tout, et ça c'est le truc. J'avais vu même une phrase, j'ai plus la phrase exacte, mais que tu voulais passer de l'habit à la broderie sur les murs, comme une peinture. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que j'ai envie qu'on. C'est aussi des convictions fortes et des choses qui me portent aujourd'hui et certaines choses qui m'agacent aussi dans la façon dont on envisage les métiers d'art et dont on catégorise les métiers. C'est que oui, je fais de la broderie, donc à la base, c'est destiné à être appliqué sur quelque chose, à être juste décoratif, ou alors la broderie, ça s'y prête un peu moins, mais dans d'autres métiers d'art, c'est voué à être utilitaire la plupart du temps. Et moi, j'ai envie de prendre un peu le contre-pied de ça et de dire que la broderie peut exister pour elle-même, juste pour ce qu'elle est en tant qu'œuvre, en tant que broderie, et qu'on s'intéresse à la broderie pour ce qu'elle dégage toute seule, quoi, sans qu'elle soit appliquée à quelque chose, sans qu'elle soit là juste pour faire joli, entre guillemets, enfin voilà, qu'il y ait vraiment une vraie connexion qui se crée et que ça fasse naître des émotions, et donc comme ça se positionner peut-être sur un statut d'œuvre d'art. Et du coup, en parlant d'émotion, qui est-ce que tu fais? Ouais, ouais, carrément. Trop bien. Bah, du coup, on peut passer à la partie univers. Mhm. Miam, 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 miam. Du coup, dans la partie univers, généralement, j'initie avec 3 mots. J'en ai trouvé 4 pour ce que tu crées. Ok. Et j'avais trouvé les mots lumière, géométrie, artisanat et toucher. C'est le quatrième mot que j'ai rajouté en regardant bien et je me suis dit qu'il y avait un truc à faire avec toucher aussi. Hmm. C'est pas le principal, mais c'est intéressant quand même. Alors lumière, oui, complètement. Ça a toujours été, depuis que j'ai commencé la broderie, même quand j'y connaissais rien, et dès le départ, dès qu'on nous demandait une petite création où il fallait mettre un petit peu de nous, j'utilisais quasiment systématiquement des matériaux qui avaient un impact à la lumière, donc des choses transparentes, jouer sur l'opacité ou la transparence en fonction. J'ai essayé de créer des petites brillances, mais subtilement, en fait, j'ai toujours essayé de rester dans l'élégance, dans quelque chose de raffiné, mais d'apporter quand même ce petit éclat qui est caractéristique de la broderie quand même, on va pas se mentir, hein, la paillette et le sentiment, c'est quand même très cliché, mais c'est ça, et c'est ce que j'aime. Donc la lumière, oui. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans les tableaux que je crée, la lumière est vraiment un élément important, dans le sens où, en fonction de la luminosité ambiante, en fonction de là où on se positionne par rapport à l'éclairage et par rapport à l'œuvre, on ne va pas voir la même chose. Il y a des angles de vue, selon certaines lumières, si on regarde un de mes tableaux, qui vont presque nous faire disparaître le motif. Donc on va avoir l'impression d'avoir une toile quasiment nue, quasiment vide, on ne va pas voir le motif. Et à l'inverse, on change la source de lumière, on la place bien en face de la broderie, ou nous on se déplace, peu importe, c'est vraiment une interaction qui peut prendre différentes orientations. Et ben là, le motif va apparaître et va presque crier, en fait, il va se dévoiler, mais de façon complètement exubérante. Donc la lumière, oui, c'est clairement ce qui va faire vivre l'œuvre et ce qui va la faire exister. Ce qui va la mettre en mouvement, en fait, un petit peu dans notre esprit. En entendant parler de le mot lumière, du coup, j'ai pensé à l'op art. C'est un peu ça ou pas? Ouais, 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 tout à fait. L'op art, c'est l'une de mes sources d'inspiration principales, l'art optique. Euh, Il y a l'art cinétique aussi qui est étroitement lié, c'est-à-dire que l'œuvre est fixe. Alors, je ne sais pas trop comment dire ça, mais dans l'art cinétique, les œuvres ne sont pas réellement en mouvement, mais c'est nos interactions, nos déplacements en tant que visiteurs qui vont faire s'animer l'œuvre. Mais pourtant, il n'y a pas de mouvement réel, mécanique dans l'œuvre. C'est vraiment une illusion du mouvement, une illusion de perception des jeux comme ça, optiques. Et ça, oui, effectivement, je m'appuie beaucoup là-dessus dans mes tableaux. Je cherche à créer cette petite vibration qui va faire vivre l'œuvre, en fait, même si techniquement elle ne bouge pas, mais dans notre esprit elle s'anime et elle existe et elle vit
et elle prend une place aussi dans notre mémoire en fait. T'as fait là, cette activité, du coup, le musée d'art de Nantes. En ce moment, il y a une expo sur l'hypnose. Oui, 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 tout à fait, il faut que j'aille la voir, il faut juste que je trouve un petit peu de temps pour y aller, mais effectivement, il faut absolument que j'y aille. Je l'attends depuis des mois. Je l'ai fait il y a une semaine. J'ai aimé, mais il y a des moments où. Enfin, je pensais pas que j'étais sensible comme ça à ce point-là sur certains trucs. Et ça m'était un peu mal à l'aise et un peu pas nauséeux, mais enfin, ça bougeait beaucoup. Et j'étais en mode, ouais. Oui, oui, bah faut trouver le juste milieu parce que moi ça m'intéresse aussi beaucoup, tous ces effets d'illusion, d'hypnose, de presque quelque chose de psychédélique. Je trouve ça fascinant, mais il faut faire attention dans la façon dont c'est géré parce que ça peut vite devenir effectivement un peu nauséeux ou complètement pas du tout pratique en fait, enfin praticable. Les gens ne peuvent pas rester devant une œuvre qui bouge sans cesse, avec le sol qui bouge, avec les murs qui bougent, avec tout qui bouge. Au bout d'un moment, le corps ne supporte pas. Et en même temps, c'est super intéressant à travailler dans la relation justement entre le visiteur et l'œuvre, qu'il y a vraiment une connexion qui se crée du coup, et quelque chose qui vibre au-delà de la vibration visuelle, mais vraiment émotionnellement et même biologiquement, il y a quelque chose qui se met en place quoi. Donc là, c'était bien réussi, du coup. Mais il faut vraiment que j'aille voir cette exposition. Mais effectivement, mais ça m'intéresse. Alors peut-être pas sur autant de sens en même temps, mais l'idée de créer une expérience, au-delà de créer juste un tableau, j'ai vraiment envie de créer une expérience totale en fait, de se déplacer dans l'espace avec l'œuvre, de vivre une journée avec l'œuvre, parce qu'en fait, en fonction de la lumière qui va baigner la pièce tout au long de la journée, si c'est au lever du soleil, si c'est à midi, si c'est au coucher du soleil, bah, l'œuvre, elle ne va pas réagir de la même façon, elle ne va pas transmettre la même chose et elle ne va pas avoir le même aspect. Donc il faut vraiment expérimenter les broderies tout au long de la journée, même dans différents lieux. Voilà, j'ai vraiment envie de créer une expérience, une connexion dans ce sens-là, quoi. Et est-ce que, du coup, tu retrouverais pas ces choses-là dans la géométrie? Géométrie, oui. Géométrie parce que, d'une, je suis nulle pour dessiner. Je ne sais pas dessiner. Donc j'ai besoin de repères, j'ai besoin de contraintes et j'ai besoin d'un cadre pour créer et pour créer mes motifs. Donc la géométrie, c'est parfait pour moi parce que ça s'appuie sur des règles mathématiques. Moi, je suis très cartésienne, je suis très mathématique. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour moi de prendre un compas, une règle, une équerre, un rapporteur et un papier quadrillé pour créer mes motifs, plutôt que de partir sur une page blanche et un stylo, quoi. Ça, je suis incapable de le faire. Donc la géométrie, clairement, c'est une évidence. Et puis en même temps, ça peut... c'est pas que ça peut, mais c'est clairement le type de motif qui s'intègre à mon propos. Si on veut jouer sur la vibration optique, sur la déformation, sur l'illusion du mouvement, sur ce genre de choses, forcément ça va être de l'art abstrait et que j'aime aussi ces jeux de trame, de presque de bugs visuels, et donc forcément ça joue par de la ligne, ça joue par de la forme, ça joue par des formes mathématiques et géométriques. Moi, j'avais vu dans mes recherches que tu avais aussi le glitch art dans tes inspirations. Ouais, c'était au tout début. Je sais pas où t'as trouvé ça parce que j'ai dû l'effacer de nombreuses fois. Ça, c'était pendant mes études et je pense que ce projet-là, il a démarré enfin, tout au long de mon parcours scolaire et du coup créatif parce que c'est là qu'on apprend et qu'on fait un peu ses armes. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je n'arrive pas à le travailler aujourd'hui dans le sens où ça demande un travail de la couleur. Et moi, je suis nulle pour travailler la couleur. L'effet du bug, du glitch, tout ça, il y a cette idée de l'image numérique qui est complètement déformée et qui part un peu dans tous les sens. Et du coup, il y a des artefacts un peu visuels qui sont super intéressants graphiquement. Mais ça demande une subtilité dans la gestion des couleurs que je n'ai pas encore acquis. Et t'en as déjà un, tu peux parler, t'as parlé, enfin, forcément, avec ton métier, c'est forcément avec les mains. Mmh. Et donc, je reviens sur le mot que j'avais dit tout à l'heure, l'artisanat. Mmh. Métier d'art, tu vois une différence ou c'est les deux qui sont liés? Alors c'est des dénominations qui sont un peu floues et qui posent problème à tout le monde aujourd'hui. Mais l'artisanat, pour moi, c'est le geste. Donc peu importe ce à quoi on l'applique,
si on brode, que ce soit pour faire des tableaux, pour faire des coussins, pour faire des rideaux, je ne sais quoi, ça reste un geste artisanal. Donc, dans tous les cas, ce sera de l'artisanat, c'est fait à la main. Après, les métiers d'art, c'est un peu une catégorie, c'est une catégorie qui est codifiée. Il y a une liste officielle de métiers qui rentrent dans le cadre des métiers d'art. Il y a 281 métiers, si je ne me trompe pas, qui existent, qui sont dénommés et qui sont référencés comme faisant partie officiellement des métiers d'art et comme étant un métier d'art. Donc la broderie en fait partie. Et dans la broderie, il y a plusieurs spécialités. Après, c'est aussi un peu un secteur, les métiers d'art, c'est un geste artisanal, donc un métier qui est référencé dans cette nomenclature des métiers d'art et généralement qui est appliqué à quelque chose. Les ateliers des métiers d'art fonctionnent en système de commandes, c'est-à-dire qu'ils répondent à des commandes pour des décorateurs, pour des architectes d'intérieur, pour des projets d'agencement. Donc ils mettent leur savoir-faire artisanal au service de la création ou de la restauration. Donc dans le métier d'art, on distingue la création de la restauration. Ce sont deux spécialités différentes et qui ne revêtent pas les mêmes métiers à l'intérieur de chaque catégorie. Mais généralement, c'est ça, c'est un système de commande et l'atelier va répondre à une commande. Alors, que ce soit un atelier de céramique qui va produire des collections et les vendre à un restaurant, à des particuliers ou peu importe, mais il y a cette idée de commande et de collection. Aujourd'hui, c'est pas aussi simple que ça, la frontière est un petit peu plus complexe et je me positionne clairement à la frontière entre tout ça. C'est qu'on peut avoir un savoir-faire issu des métiers d'art et qu'il soit référencé dans la nomenclature des métiers d'art et pour autant ne pas fonctionner comme un atelier des métiers d'art traditionnel et se positionner plutôt en tant qu'artiste. L'un n'empêche pas l'autre en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est pas un choix spécialement à faire, mais à un moment donné il faut quand même qu'on puisse identifier la façon dont travaillent les gens et on peut se positionner en tant qu'artiste, donc de fabriquer des œuvres qui ne répondent pas à un usage, qui ne sont pas destinées à être juste décoratives, mais vraiment à se positionner en tant qu'artiste avec un vrai concept et une vraie idée artistique derrière. Enfin, voilà. Mais après, c'est compliqué comme définition parce que c'est des secteurs, c'est vraiment au cas par cas en fait. Il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas à dire moi je fais partie des métiers d'art donc il faut absolument que je fonctionne comme ça. Moi je dis aujourd'hui que je fais partie des métiers d'art parce que j'ai un savoir-faire issu de la haute couture et que ça me tient à cœur et que j'ai pas envie de perdre cette exigence et cette rigueur et cette précision que j'ai acquis, même si je fais des tableaux qui sont voués à être exposés en galerie ou à être collectionnés par des particuliers, par des musées, je ne sais pas, mais la destination et la façon dont on fabrique, c'est deux choses différentes et on a tendance à mélanger un peu tout ça pour définir le secteur métier d'art ou le secteur artistique et je pense que les deux peuvent cohabiter et ça peut exister de façon différente juste en fonction des profils et en fonction de ce que chacun a envie de créer, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Si, j'ai tout compris. Et du coup, toi, par rapport à cette démarche-là, ton univers, il est plus, alors, je sais pas si c'est le bon mot, dirigé par la technique, contrainte technique plutôt, ou, comment est-ce que tu crées, tu te nourris comment? Est-ce que c'est la technique qui t'amène une finalité ou tu te laisses porter et t'arrives sur quelque chose? La technique, c'est une vraie contrainte que je m'impose, dans le sens où j'ai envie que mes broderies transmettent une certaine technique et transmettent la richesse du savoir-faire qui existe en broderie. J'ai pas spécialement envie... Alors il y a des effets visuels qui pourraient être vraiment super chouettes avec des points très basiques et des choses que l'on voit un petit peu partout. Bon, après j'en ai fait, hein, des petites broderies ou points de croix ou ce genre de choses, mais j'ai envie de montrer aussi dans mon travail toute l'ampleur des techniques qu'il existe. Et donc des fois, c'est pas que je m'empêche de faire des choses, mais il y a des choses que je m'auto-censure parce que pour moi, c'est pas digne de la technique et de l'excellence que j'ai appris. Et que j'ai envie de transmettre un peu tout ça et de les faire exister aussi de façon contemporaine. Donc je pense que c'est un peu le rôle de tous ceux qui créent et qui s'appuient sur un savoir-faire spécifique, c'est aussi de montrer ces techniques-là parce que, à part des défilés de haute couture, on n'a pas beaucoup accès à ces techniques-là et les gens ne savent pas que ça existe. Et je pense que
C'est une façon aussi peut-être de le démocratiser ou au moins de le montrer, tout simplement. Et du coup, c'est vraiment important pour moi de me baser sur des points techniques, sur des gestes, sur des matériaux. Je m'appuie sur la technique pour créer, dans le sens où je choisis de travailler une certaine technique et après, j'essaie de trouver comment, créativement, je peux m'emparer de cette technique pour en faire quelque chose de vraiment contemporain et d'adapter à mon univers. Et comment tu le définirais du coup ton univers? Ah bah tu l'as bien dit avec tes petits mots-clés. c'est, euh, c'est quelque chose donc de forcément géométrique, d'élégant je pense, sans prétention telle qu'elle soit, mais je m'attache vraiment à garder cette préciosité qui est propre à la broderie et quelque chose de doux aussi je pense dans l'esthétique. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la vibration, des jeux optiques, ça c'est clair et net, ça définit clairement l'esthétique avec laquelle je travaille aujourd'hui. Parce que j'avais une question aussi sur dans ton univers. Est-ce que la taille du support, c'est quelque chose qui t'enferme ou justement tu peux aller du très petit au, je sais pas jusqu'à combien tu peux aller techniquement, mais Et ben, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de limite, si ce n'est que les outils, après, il faut les adapter. Je travaille le très petit, mais ce que j'aime, c'est travailler le très grand. En fait, j'aime travailler le très grand et après, j'essaie d'adapter en plus petit pour aussi proposer des choses pour tous les budgets. Hein. Il y a un moment donné, plus c'est grand et plus ça coûte cher aussi. Et puis, travailler en petit, c'est marrant aussi. Ça permet de changer un petit peu la façon de voir les choses et c'est plus rapide. Et voilà. Ça permet de faire des tests aussi plus facilement. Mais, euh, mais la broderie, ça a souvent été associé à quelque chose de petit. Et moi, justement, j'ai envie de travailler en grand. J'ai envie de montrer que la broderie, ça peut être à l'échelle d'une pièce, à l'échelle d'une place de je ne sais quelle ville. Enfin voilà, d'essayer de sortir aussi du cadre un peu traditionnel qu'on accorde à la broderie. Et on retrouve un petit peu le côté spectaculaire que j'avais envie de faire au tout début quand je voulais faire du costume. Je voulais faire des costumes pour que les gens ils fassent waouh. Et là aujourd'hui j'ai envie de faire des broderies pour que les gens ils fassent waouh. donc, euh, donc ouais, je passe du plus petit au, enfin, je passe du très petit au très grand, mais ce que j'aime vraiment c'est travailler en grand et j'ai envie de travailler en encore plus grand. Euh, la seule limite ça va être les outils qu'il va falloir adapter. Donc il va falloir peut-être que je me construise des métiers à broder beaucoup plus grands, parce que là, actuellement, je suis limitée à des broderies de à peu près 1 mètre sur 1 mètre, ce qui est quand même déjà pas mal. parce que enfin, la taille grandit, mais le matériau reste de la même taille. C'est ça, exactement. Et c'est intéressant aussi dans le sens où ça augmente la précision du motif, parce que chaque paillette que je pose sur mes broderies, c'est un peu comme un pixel, tu vois, sur une image numérique. Donc si tu as une image de 10 pixels par 10 pixels, bah, tu vas pas pouvoir avoir un motif très détaillé. Si tu as 1500 pixels par 1500 pixels, bah là, tu peux faire des choses quand même beaucoup plus riches. Et ça m'intéresse aussi dans cette vision-là de l'échelle, justement, d'essayer de créer des choses vraiment très détaillées et à l'inverse, de travailler aussi en très très grand, mais avec des images presque minimalistes. Et pour autant, il y aura 1500 par 1500 pixels. Tu vas finir en 4K, hein. Ça peut. Est-ce que c'est proportionnel, enfin oui, c'est proportionnel à la taille, mais est-ce que tu as genre 1 heure égale tant de centimètres carrés? Je sais pas comment tu mesures ton temps de travail. Sur une certaine technique, oui. Sur une certaine technique, sur un certain support, avec un certain matériau, oui, j'arrive à savoir. Là, aujourd'hui, la collection de tableaux sur laquelle je communique le plus sont les broderies optiques. Et donc, c'est celles qui sont brodées sur une toile à broder classique avec des paillettes de 4 mm de diamètre. Donc là, techniquement, je sais combien de paillettes je mets sur une certaine surface, je sais la taille de ma broderie au final, je sais combien de paillettes il y a sur une ligne, je sais combien de paillettes il y a au total sur ma broderie et je sais combien de temps je vais mettre à la faire. Et je sais combien de paillettes il faut que j'achète pour faire toute ma broderie. Enfin, tu vois, je calcule tout. C'est aussi mon côté très mathématique encore, tu vois, de tout prévoir en avance. Et une fois que mon motif il est calé et que ma trame elle est actée et que je sais précisément où je vais mettre chaque paillette et de quelle couleur chaque paillette sera sur mon motif, et ben après j'enchaîne sur la réalisation. Je sais exactement le temps que je vais mettre à la broder et je peux me planifier comme ça
des semaines entières de broderie en sachant à peu près où je vais, quoi. J'avais noté, c'est des tableaux graphiques brodés en fait. C'est vraiment des. Ouais, c'est ça. Je suis impressionné. Si je voulais finir sur le toucher, parce que tu as dit tout à l'heure que c'était pas trop d'actualité, mais plutôt le toucher pour toi. Parce que, enfin, d'après ce que j'ai vu sur les vidéos que tu faisais, t'as une partie que tu vois pas. Exactement. En fait, donc la technique que j'utilise, ça va peut-être aussi faire petite transition vers la technique, mais j'utilise la broderie au crochet de Lunéville. Et donc ça se brode sur l'envers de la broderie, l'envers du tissu. Donc en fait, mes points, je les fais à l'envers et sous. En fait, j'utilise mes deux mains. J'ai ma main droite qui est sur le dessus de mon métier à broder, avec mon petit crochet qui vient faire mes points de chaînette. Et en dessous, donc si j'utilise un tissu transparent, je vais voir ma main, mais si j'utilise un tissu opaque, je ne la vois pas. Et donc il faut arriver à attraper paillette après paillette, donc une par une. Des fois j'en mets deux, donc je les coupe après, enfin, faut faire des petites retouches, hein, ça m'arrive quand même. Mais l'idée c'est d'en prendre une par une, de venir la positionner et de faire le point au fur et à mesure. Donc c'est vraiment une petite dextérité à avoir parce qu'on ne voit pas ce que fait la main qui est en dessous. Donc quand on apprend, on travaille sur du transparent parce que c'est beaucoup plus simple pour apprendre et on voit un peu ce qu'on fait en même temps et après on intègre le geste. Et puis après on passe sur de l'opaque et là c'est tout de suite un peu plus technique, on perd complètement tous nos repères et donc il faut vraiment travailler au toucher, quoi. C'est pas travailler à l'aveugle, c'est travailler au toucher vraiment. Ce que je veux dire, si tu te mets un bandeau, ça marche pas, parce qu'il faut quand même que tu vois où tu piques. Faut que je vois ma main droite quand même. Ouais, ouais. Non, ça pourrait être des trucs, des installations spectaculaires, tu sais, tu te bandes les yeux et tu fais. Mais ça peut, oui, oui. Ça dépend de la trame, mais si c'est, je sais pas, un grillage par exemple, parce que là moi je travaille sur de la toile Aïda, mais si tu utilises un grillage, tu arrives facilement à repérer chaque case, et du coup tu peux comme ça broder de façon monumentale, peut-être même à l'aveugle. Alors des fois je regarde pas trop, hein, effectivement, ça m'arrive de lever le nez pendant que je brode, hein, mais c'est quand même suffisamment précis pour que ça se joue au millimètre là où je pique mon crochet, quoi. D'ailleurs, j'ai une question toute bête, mais tu brodes façon harpe, genre perpendiculaire à toi, ou horizontale sur des tréteaux? C'est à l'horizontale. Je pose mon métier sur des tréteaux. Et en fait, j'enroule ma broderie, je fais une petite partie, et puis ensuite je la déroule, je la réenroule de l'autre côté pour avancer l'ouvrage comme ça au fur et à mesure. Parce que les formats que je fais me permettent pas de le faire en une seule fois, et puis j'ai pas les bras assez longs pour arriver au milieu de la toile. Donc c'est vrai, c'est la toile qui bouge, et toi tu restes au même endroit, et ok, Ouais, tout à fait. trop bien. Bah du coup, c'est une bonne transition sur les techniques et outils utilisés. Miam 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 miam. Bah, du coup, je t'en parlais en off avant l'enregistrement. J'ai fait mes devoirs. J'ai appris quelques mots de vocabulaire pour pas non plus être en mode totalement inconnu dans le truc. Et j'étais content que tu dises tout à l'heure toile d'Aïda, parce que j'étais en mode ah, mais je connais. J'ai vu ce que c'était. Je sais ce que c'est. Et mais tout à l'heure, tu utilises le mot paillette. C'est les sequins ou ça n'a rien à voir? Alors, le petit point vocabulaire très important, parce qu'il y a un gros abus de langage là-dessus, qui me fait hérisser les poils à chaque fois, mais je ne le dis pas pour ne pas vexer les gens. La paillette, c'est un petit cercle de plastique, alors cercle ou pas, hein, ça peut avoir n'importe quelle forme, mais le trou est au milieu. Le sequin, c'est la même chose, sauf que le trou n'est pas au milieu, mais il est sur un bord. Voilà. Et donc les paillettes comme le sequin peuvent avoir des formes de fleurs, de carrés, de losanges, de ronds, de ovales ou de quoi que ce soit. Mais ce qui va les différencier, c'est le trou, s'il est au milieu ou s'il est sur le côté. La paillette, le trou est au milieu. Donc moi, ce que j'utilise, ce sont des paillettes. Du coup, sur un sequin, il y a un haut et un bas, en fait. Mettons, par exemple, pour la couture, c'est peut-être des sequins qui sont utilisés, pas des paillettes, pour que justement ça fasse comme un poisson, enfin, comme des écailles. Alors, oui, 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 c'est ça en fait. Si on fixe le sequin sur la toile, il y a forcément un endroit où il va être beaucoup plus libre qu'à un autre endroit et du coup il va tomber en fait dans le sens de la gravité tout simplement. Alors on peut le relever ou pas, mais la paillette, une fois qu'elle est maintenue, elle est pas spécialement mobile, moins que le sequin. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de le métier à broder, c'est quelque chose que tu achètes ou que tu fais construire sur mesure? Comment ça se passe? Peut-être que c'est toi qui le construis d'ailleurs. Non, c'est pas moi qui le construis, c'est beaucoup trop technique. Je sais pas gérer le bois en plus. Les métiers à broder, ça peut s'acheter, mais ceux qui s'achètent ne sont pas terribles. Donc moi, je les ai fait fabriquer. J'ai eu la chance d'avoir
une connaissance qui est ex-menuisier à la retraite et qui adore faire ce genre de choses. Donc quand je lui commande des petits métiers à broder, il est super content. Enfin des petits non d'ailleurs, parce que le dernier que je lui ai commandé, il fait à peu près 2 mètres de long pour pouvoir faire mes grandes broderies justement. Donc non, non, ça c'est du sur-mesure parce qu'il faut que ce soit costaud, parce qu'en fait, le métier à broder, ça sert à tendre la toile. Et donc si elle est mal tendue, elle va se déformer et au démontage, la broderie va être tout de travers. Donc c'est super important d'avoir une bonne qualité de bois pour que la tension se fasse correctement. Alors après, on peut avoir un bon bois et monter n'importe comment son métier, hein. Le but c'est aussi de savoir monter un métier comme il faut. Mais déjà, le métier de base, s'il est bien, s'il est bon, s'il est costaud, s'il ne part pas de travers même avant qu'il y ait une toile dessus, c'est déjà gagné. On peut trouver des métiers à pas très cher, mais généralement le bois est pas bon, ils sont très légers et ils ont tendance à se déformer, il faut compenser. Alors, c'est une horreur. Et tu peux te faire un petit, peut-être pas un lexique de dictionnaire des termes techniques des outils que tu utilises, mais un petit b.a.-ba pour comprendre un peu, échanger avec quelqu'un qui fait justement de la broderie? Bah donc là, le métier à broder, c'est l'outil de base. Sur le métier à broder, tu as aussi d'autres termes qui interviennent, c'est-à-dire que tu vas venir fixer ton tissu sur les coutisses. Ensuite, tu vas venir tendre avec des clous que tu vas positionner dans les lattes qui sont sur les côtés. Après, tu vas tendre le tissu sur les côtés avec des tirettes que tu vas venir fixer avec des petites épingles. Euh, Après, bah, la broderie de Lunéville, ce dont on parlait, avec les paillettes, les sequins. Tu as des perles, des tubes. Donc les tubes, ce sont des perles allongées en quelque sorte. Ça se vend soit en vrac, soit enfilé sur des fils sous forme d'écheveaux qui permettent de les broder au Lunéville ensuite derrière. Qu'est-ce que tu as d'autre comme vocabulaire? Dans la broderie métallique, la broderie or, tu as quelques petites choses aussi en termes de matière. On utilise de la cantille, du jaseron, de la lame. On utilise aussi des ganses, de la soutache, des lamés, des fils métallisés. Voilà. Après, les noms des matériaux sont assez riche aussi, mais tu peux utiliser ce que tu veux en fait. L'avantage de la broderie, c'est que tu peux broder un peu avec ce que tu veux et du moment que le point reste techniquement le même. Et tout à l'heure, tu parlais de paillettes, enfin de 4 mm. Mhm. Tu peux en avoir des plus grandes, petites. C'est vraiment un choix délibéré de prendre cette taille-là ou... Ouais. Ouais, parce que alors les plus petites qui se fabriquent aujourd'hui, c'est des paillettes de 3 mm de diamètre. La différence est énorme entre une paillette de 3 mm et une paillette de 4 mm. On ne dirait pas comme ça, mais 1 mm, ça change vraiment la donne. Ne serait-ce que dans la façon dont on les travaille. Pour attraper les paillettes de 3 mm, c'est vraiment un peu plus technique. En fait, on a tendance à en prendre deux à la fois, c'est vraiment tout petit. Et en plus de ça, le trou central de la paillette, bah forcément, il est disproportionné par rapport au diamètre de la paillette, parce que le trou reste de la même taille, que ce soit sur une paillette 3 que sur une paillette 4. Et donc, l'effet visuel n'est pas le même et l'esthétique de la paillette n'est pas tout à fait la même parce que les proportions ne sont pas les mêmes. Moi, je trouve ça un peu moins joli, ça se balade un petit peu plus dans tous les sens, ça me plaît moins. Après, sur les formats un peu plus grands, ça va de millimètre en millimètre sur les fabricants traditionnels de paillettes. Après, si tu fabriques tes propres paillettes, forcément, tu fais un peu ce que tu veux. Mais sur les normes qui existent chez les fournisseurs, tu vas de millimètre en millimètre, donc tu passes de la paillette 4, après tu peux avoir de la 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, je crois que tu peux aller jusqu'à 12, enfin voilà, ça peut monter, ça dépend des modèles. Et puis après, tu peux demander aussi des choses particulières selon tes projets. Mais la paillette 4, moi, c'est vraiment ce qui me permettait d'avoir quelque chose de suffisamment petit pour avoir du détail dans mes motifs. Parce que plus je prends un pixel gros, et soit il va falloir que je fasse des toiles vraiment très grandes, soit il va falloir que je réduise la définition de mon motif. Il va falloir faire un choix, tu vois. Si ma paillette était plus grosse, on n'aurait pas le même aspect. Et je pense que 4 mm, c'est le bon compromis. En tout cas, pour le format que je fais aujourd'hui, ça me permet d'avoir suffisamment de détails dans chacune de mes compos. Et du coup, alors ça me fait penser à un truc. Tu utilises un logiciel d'ordinateur pour faire ça? Ouais. Et du coup, tu utilises plutôt du vectoriel Illustrator ou du pixel avec Photoshop où tu as directement le motif déjà créé?
Alors pour mes maquettes de broderie, j'utilise Photoshop parce que justement, un pixel égale une paillette. Donc clairement, c'est plutôt facile de composer mes motifs là-dessus. Sauf qu'en amont, je dessine, enfin je fais mes recherches en fait à la main, comme je disais, avec tous mes petits outils géométrie plutôt scolaires, mais qui fonctionnent très bien. Et donc je me fais des petites recherches comme ça. Après, je passe sur Illustrator pour répéter le motif et avoir quelque chose de bien clean. Et après, je le pixelise sur Photoshop et je l'adapte. Et après, je le reprends pixel par pixel à la main parce qu'il y a l'automatisation de la pixelisation, elle est pas parfaite, tu vois. Quand tu dézoomes sur une image, bah, tu vois à peu près ce qu'il faut, mais dès que tu rentres dans le détail et que tu veux que chaque paillette soit bien positionnée pour avoir la diagonale qui va bien, eh ben, il faut les reprendre un par un. Donc j'ai un gros temps à passer pixel par pixel pour me mettre les bonnes couleurs sur ma maquette avant d'aller les broder, quoi. Ah, donc en fait, tu pars du papier, tu pars sur Illustrator, Photoshop et tu reviens au papier pour. C'est ça, exactement. Et c'est quoi? C'est un patron? Comment ça, enfin, comment ça fonctionne? Pardon, c'est un calque? Sur quoi tu le poses en fait? Oh bah rien, il reste sur mon ordi et puis moi je brode en m'alignant sur la trame de mon tissu et je compte en fait au fur et à mesure comme on ferait du point de croix en fait. À chaque fois que tu fais une croix, tu comptes. Bah là, à chaque fois que je pose une paillette, je compte et j'ai mon motif. Je me dis bah là il y a 5 paillettes blanches, après il y a 5 points sans paillettes, après il y a 3 paillettes dorées, après il y a 2 paillettes blanches et je compte comme ça et je fais mes petites lignes au fur et à mesure. Ah, ça marche par ligne, pas par couleur. Ouais, par ligne. Par ligne, sauf qu'à chaque fois que je dois changer de couleur, je dois changer de bobine. Parce qu'en fait, mes paillettes, elles sont enfilées. Si tu veux, mes paillettes, elles sont enfilées toutes sur ma bobine. Et quand je viens les broder, je viens juste les récupérer, les faire glisser sur le fil. Mais elles sont toutes enfilées à la base sur mon fil. Ah, c'est pas en vrac. Je pensais que c'était vraiment en mode, c'est toi qui choisissais. Ah, d'accord, ok, j'ai pas. Non, 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 parce que mais alors ça, en vrac, tu peux tout à fait le faire aussi, mais c'est beaucoup plus long parce qu'il faut que tu les prennes une par une et c'est à l'aiguille. Là, l'avantage de travailler au crochet, c'est qu'elles sont déjà enfilées et que tu viens juste les récupérer le fil derrière chaque paillette pour les maintenir sur ton tissu avec le crochet justement. Et donc il faut qu'elles soient toutes enfilées et soit tu fais un enfilage en te disant bah, il me faut tant de paillettes blanches, après tant de paillettes dorées, après tant de paillettes blanches. Mais j'ai déjà essayé et c'est beaucoup plus long qu'autre chose. Donc je fais toutes mes paillettes blanches, je fais des points d'arrêt, après je fais toutes les paillettes or qui continuent, je refais des points d'arrêt, je continue en blanc. Enfin voilà, ça dépend aussi des motifs. Ok, d'accord, non, je pensais que enfin, pour moi c'était vraiment genre t'avais tout le truc, tu mettais tout sur un fil et ça envoyait. Non, non, elles sont déjà enfilées. Après, moi, je les transvase sur la bobine que j'utilise parce que quand tu les achètes, elles sont pas sur des fils brodables, entre guillemets, ça se dit pas. Mais... S'il y a des gens parmi nous qui nous écoutent et qui se disent, tiens, moi aussi j'ai envie de me lancer dans la broderie amateur, pro, peu importe, le B à bas vraiment c'est quoi? C'est. Généralement, alors j'ai fait quelques stages d'initiation à la broderie parce qu'il faut bien commencer quelque part. On commence par le travail de l'aiguille. C'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus abordable, c'est ce qu'il y a de plus pratique si les gens veulent en faire chez eux. Euh, donc ce sont des points très basiques. Je peux te donner les noms hein, si ça t'intéresse. On peut faire du point à vent, du point de piqûre, on peut faire du point de tige, on fait des petits points de graines, on fait du passé plat, du remplissage. Enfin, voilà. Mais généralement on commence au fil, euh, à l'aiguille, éventuellement sur un tambour parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une tension ni des formats de malade. Donc ça suffit. Ça permet aussi de voir aux gens si le travail de la matière textile leur convient, parce que finalement, on ne sait pas, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours, donc ça permet de voir un peu l'affinité qu'on a avec ce matériau et avec cette technique. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, après on passe sur de la pose de paillettes à l'aiguille toujours, dans un premier temps, pour comprendre aussi le mécanisme des points. Et puis pour ceux qui ont envie de se lancer ensuite dans quelque chose d'un peu plus technique, on aborde le lunéville et ce qu'on appelle la broderie haute couture, quoi. Donc cette broderie sur l'envers, sur métier à broder. Là, il faut vraiment prendre le temps. C'est presque des stages de plusieurs jours en fait. Il faut s'entraîner. Il faut du matériel, donc voilà, ça s'improvise pas, on fait pas ça une heure ou deux, il faut vraiment du temps pour intégrer le geste. Euh, donc ça vient après. Mais pour commencer, on reste sur des choses très très basiques. Ce par quoi tout le monde, je pense, commence la broderie un jour, quoi. Et du coup,
pour moi, la broderie, c'est forcément avec des matériaux en plus, ou on peut juste faire avec le fil. On peut juste faire avec le fil, il y a des points qui se travaillent uniquement avec du fil. Et il y a beaucoup, beaucoup de points qui se travaillent uniquement avec du fil. Et toi, ton top 3 des points utilisés, c'est quoi? Ah bah moi je suis pro Lunéville, donc ça va être vite vu, mais même dans le Lunéville, il y a des points différents. J'aime beaucoup, mais je l'utilise pas dans mon travail parce que ça s'y prête pas, mais j'aime beaucoup travailler la pose de paillettes en écaille. Ça se travaille au point tiré, si ça t'intéresse. Et ça permet de chevaucher un petit peu des paillettes en strates comme ça et de faire comme des écailles, tout simplement. Par contre, dans mes tableaux, moi j'utilise une pose de paillettes à l'anglaise, c'est-à-dire que chaque paillette est juxtaposée avec les suivantes et elle ne se chevauche pas, il n'y a pas d'écart entre deux paillettes, quoi. Après, qu'est-ce que j'aime bien travailler? Alors, je travaille un peu le point de croix parce que justement, on retrouve cette organisation en pixels que j'aime bien. Donc, sur les petits formats, j'ai fait quelques tableaux au point de croix et je trouve ça assez rigolo. Après, il y a la broderie métallique, moi, que j'adore travailler, mais que c'est très, 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 très long. C'est des fils de fer que tu... Alors c'est du métal qui est précieux dans certains cas, mais aujourd'hui il existe beaucoup de métaux fantasy, on va dire, qui sont adaptés aussi à ce travail-là. Mais il y a plein de techniques, ce sont des gestes vraiment très précis et c'est de la manipulation presque d'orfèvre en fait, parce que les matériaux sont vraiment très très fragiles. Ils coûtent vraiment très très cher, donc on fait très très attention à comment on les utilise. Et ce qui est super, c'est que c'est vraiment, ça demande vraiment une dextérité assez développée. Enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre du geste et de la technique que moi en fait c'est ce que j'aime dans la broderie, c'est vraiment le geste technique et un peu complexe que ça va demander, quoi. Justement, le geste, ça t'apporte pas des... Enfin, je présume que tu es toujours dans la même position pendant des heures. T'as pas genre des courbatures, des crampes? Ah bah si complètement, il faut faire des étirements régulièrement parce qu'effectivement t'as vite fait de te crisper et d'avoir même dans le cou, parce que j'ai la tête toujours penchée en avant quand je brode, donc il faut de temps en temps un peu lever le nez et puis faire quelques étirements, et ne serait-ce que dans les doigts, parce que quand tu travailles au Lunéville, donc t'as la main qui manie le crochet, c'est pas celle-ci qui a le plus mal, j'ai envie de te dire. Mais c'est celle qui est en dessous, parce qu'il y a un petit geste à faire pour bloquer le fil dans ton petit doigt et attraper les paillettes avec le pouce et l'index. Et du coup, j'ai tendance régulièrement à avoir des tensions dans le petit doigt. Justement, c'est lui qui va bloquer le fil et qui va choisir un peu la tension que tu appliques à ton fil sous le métier, quoi. Donc régulièrement, après une journée ou une semaine non-stop à broder, j'ai un peu mal au petit doigt. Il n'existe pas des outils justement pour compenser ce genre de trucs? Non, non, pas du tout. Mais tout le monde ne le fait pas, ça, hein. Ça, c'est une technique que j'ai appris dans les ateliers de haute couture, justement. Mais quand on apprend à l'école, on ne nous apprend pas à bloquer avec le petit doigt. Et pourtant, ça change tout, parce que c'est ça qui va apporter l'attention au fil et qui va nous permettre d'être rapide. Parce qu'en fait, sinon, tu es obligé d'aller chercher au bout de ta bobine une paillette, de la fixer et de refaire ce geste-là tout le temps. Et donc, tu perds un temps fou. Là, l'avantage, c'est que tu bloques un petit amas de paillettes dans ta main. Ton fil est bloqué de l'autre côté avec une tension. Et puis, hop, tu les fais glisser au fur et à mesure avec l'index. Trop bien. Ah oui, il y a vraiment plein de techniques, même, enfin, je pense que tu as même plein de choses que tu ne nous dis pas, parce qu'il y a, je pense que, enfin, c'est une vie, hein, c'est un métier, vraiment, il y a plein de choses. Tout à fait. Et est-ce que du coup, parce que du coup, là, toi, tu disais avec le petit doigt, c'est une petite astuce que tu as trouvée. Mm. Est-ce que ton métier, il peut évoluer? Ou est-ce que toi, tu veux le faire évoluer dans une direction que tu vois à long terme ou à moyen terme? Moi, personnellement, j'ai pas une idée précise de la façon dont j'ai envie que la broderie évolue, mais j'ai surtout pas envie que les techniques se perdent. Donc, peu importe la façon dont on les travaille, j'ai envie de dire, c'est plutôt le côté esthétique que j'ai envie de renouveler aujourd'hui et l'usage qu'on fait de la broderie. Après, les techniques en elles-mêmes, elles sont déjà tellement riches que... Alors après, s'il y a des gens que ça inspire et qui ont envie de développer de nouvelles techniques ou de les détourner ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis pas là-dedans et j'ai pas spécialement envie non plus. Peut-être que j'ai pas suffisamment les idées qui font que je vais inventer des nouvelles choses ou des détournements qui n'existent pas. C'est pas ce qui guide ma pratique aujourd'hui. Il y en a qui le font très très bien et qui recherchent des choses et c'est fabuleux. Mais clairement, moi j'ai juste envie de déjà transmettre, c'est déjà beaucoup.
de montrer que ça existe et que ça peut exister aujourd'hui et que c'est pas resté au 19e siècle, quoi. Et comment tu transmets du coup? Tu fais des cours, des ateliers, des livres, des vidéos? Je fais un peu de... Alors vidéo, non. Je fais un petit peu d'ateliers d'initiation, mais comme je te le disais, ça reste des gestes très basiques. Donc, et les gens font ça à titre de loisir, donc c'est très bien parce que ça permet de montrer un peu ce qu'on peut faire en broderie. Mais sur vraiment le côté technique du geste et sur le patrimoine, j'ai envie de dire, de la broderie haute couture ou de la broderie or, de la broderie métallique, ce sont des gestes qui demandent tellement de technique et tellement d'expérience que c'est compliqué de les transmettre comme ça sur un atelier de 2 heures si les personnes ne sont pas un minimum intéressées pour continuer, pratiquer chez elles et faire perdurer ça. Mais je pense que la transmission, elle vient déjà du fait de prendre conscience que ça existe, tout simplement. Généralement, les gens, ils voient mes tableaux et ils se disent « Ah bah ça c'est de la broderie ». Oui, oui, c'est de la broderie. La broderie, c'est pas des petits napperons posés sous les lampes chez ta grand-mère. Enfin voilà, c'est clairement cliché, mais souvent j'ai ces réflexions-là et c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un manque de connaissances et qu'on est là pour ça en fait, je sais pas, pour permettre aux gens de découvrir des nouvelles choses, de voir de la beauté et de les inspirer peut-être, je sais pas. C'est vrai que c'est ce que, du coup, toi, ta transmission, si je devais résumer, c'est le prendre du côté très poussé, technique, pointu du monde de l'art et de la haute couture, et le ramener plus dans les galeries, les gens, chez les gens, etc. Tout à fait, exactement. T'as tout compris. Sacré boulot à faire quand même, hein. Oui, oui, ça demande un peu d'énergie. Trop bien, bah du coup c'est encore parfait comme transition. On va passer sur les projets. Miam, 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 miam. Bah, du coup dans les projets, c'est pas vraiment un projet. C'est les concours ateliers d'art de France que tu as fait en 2020 et 2021. Mhm. Et là en 2021 justement c'est sur ta broderie, Oui, si je ne me trompe pas avec le V. tout à fait. Cette broderie, elle vient d'être sélectionnée donc, pour l'exposition régionale du concours Atelier d'Art de France en Pays de la Loire. Donc elle a été exposée au musée de la Reine Bérengère dans le cadre de ce concours avec, je crois qu'on était 13 artisans d'art à participer, enfin en tout cas à être sélectionnés pour cette exposition. Donc il y a de tout en termes de technique, en termes de savoir-faire, en termes d'univers. Et voilà, donc c'est une petite reconnaissance supplémentaire. Et tu as d'autres projets passés, en cours, à venir? Alors là, j'ai quelques événements dans l'été et à la rentrée, plutôt de l'ordre des marchés d'artistes, de créateurs. On pourra retrouver quelques broderies petits formats plutôt, des éditions limitées, des petits originaux également. Donc comme maintenant les événements vont pouvoir reprendre et en plus en plein air, ça pourra être des petits moments sympas pour se rencontrer et pour discuter broderie. On parlait de concours, mais il y a un deuxième concours pour lequel j'ai été présélectionnée, qui est le prix européen des arts appliqués. Et donc il y a l'une de mes broderies qui va pouvoir être exposée en Belgique à partir de la fin de l'année 2021. Voilà, donc c'est l'export un petit peu qui commence. Et puis sinon, dans les choses que j'ai envie de développer et mes projets plutôt en termes de créa, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, mais j'ai vraiment envie de travailler en grand. Donc je travaille déjà en grand, mais j'ai envie de travailler en encore plus grand. Et donc j'aimerais bien développer des choses de l'ordre de l'installation ou de l'œuvre monumentale, vraiment en lien avec l'espace, qui intègre vraiment chaque visiteur dans la broderie, mais au sens propre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être voyager dans la broderie et marcher au sein de la broderie et se promener dans cette broderie-là. Et l'idée, ce serait de créer un genre de parcours un peu sensoriel en me basant sur les mêmes gestes que ce que j'utilise au quotidien, mais en changeant les matériaux, en changeant l'échelle et en changeant le support. En fait, le support ne serait peut-être plus la toile, mais l'espace, tout simplement. J'ai envie de dire le voyageant peut-être, mais... Et bah oui, pourquoi pas, j'aimerais bien, mais ce n'est pas de mon ressort, ce genre de décision. Enfin, là ça peut être du off du coup, mais d'ailleurs t'as pas obligé de répondre. C'est qui tes clients? C'est des particuliers? Ou c'est vraiment des entreprises, des choses comme ça? Parce que je présume que enfin, c'est comment, enfin, c'est autant passé que tu fais le prix.
Donc je pense que ça doit être assez cher. Donc, Ouais, ben c'est pour ça, c'est en ça que je me rapproche du milieu de l'art au sens propre, c'est-à-dire que mon travail va être acheté par des collectionneurs. Donc ça peut être des collectionneurs particuliers qui aiment l'art, qui achètent soit par coup de cœur, soit parce qu'ils aiment les beaux objets, parce qu'ils aiment l'émotion que ça procure, soit parce que c'est un investissement et que derrière ils savent que tel artiste va prendre de la cote dans quelques années et du coup ils vont pouvoir le revendre le triple, voire faire x10 sur leur investissement. ah, t'es dans le marché de l'art vraiment? Ouais, dans le marché de l'art vraiment. T'as une cote et tout? Ah oui, bah sa cote, c'est pas officiel, mais potentiellement tu le revends aux enchères dans 10 ans si l'artiste entre-temps il a été exposé dans une galerie super réputée à New York et qui sortait de nulle part, bah potentiellement que tu vas pouvoir la revendre plus cher que ce que tu l'as acheté, tu vois. Donc ça se joue vraiment sur le parcours. Et toi, c'est ton cas? Bah, j'aimerais bien, pour l'instant je fais pas grand chose, hein, tu vois, mais l'idée c'est peut-être aussi de se faire repérer par des gens qui cherchent un peu des jeunes artistes et qui misent un petit peu là-dessus en se disant bah, c'est un pari que je fais sur l'avenir, quoi. Peut-être que même je vais l'aider à se développer et l'aider à trouver des lieux pour exposer et des contacts intéressants parce qu'il va exploser derrière et que ce sera dans l'intérêt de tout le monde, quoi. Ah ouais, donc toi, du coup, t'es plus dans l'optique d'un marché d'art. Ouais. Ouais. Alors après, le marché de l'art, c'est aussi... En fait, le client final reste toujours le particulier ou en tout cas l'amateur d'art, de belles choses, de beaux objets. Mais généralement, c'est à titre particulier. Le particulier, ça peut être aussi le chef d'entreprise d'un restaurant qui va acheter un tableau pour mettre dans son restaurant, mais parce que lui, personnellement, ça lui plaît, parce qu'il aime ça, qui s'intéresse à cette œuvre-là, qu'elle soit chez lui ou dans son lieu de travail, tu vois, c'est à peu près la même chose, ça revient de la personne. Après, il y a des intermédiaires. Tu peux aussi travailler avec des décorateurs d'intérieur parce que ces gens-là peuvent potentiellement faire appel à des décorateurs pour renouveler la décoration de leur appartement. Et donc, ils vont leur dire, ben voilà, moi j'aime bien, par contre je suis passionnée d'art, donc dénichez-moi des artistes que je vais pouvoir exposer chez moi. Voilà. Le client final reste toujours le même, mais après la façon de capter leur, et de rencontrer leur chemin est un peu différente selon les cas, quoi. Ah, enfin, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment sur ce quoi je suis en train de travailler en ce moment parce que bah, je me rends compte que ça prend beaucoup de temps. Mm. Donc le prix n'est pas non plus, c'est pas du 20 euros. Mm. Donc forcément, c'est pas toutes les bourses. Donc comment les contacter, ces fameuses personnes et tout, c'est... C'est ça. Là, le grand sujet, la grande question qu'on se pose tous, hein. Et il n'y a pas de réponse en fait. Je pense que et je l'ai pas encore moi la réponse. Mais je pense que ça se joue aux rencontres, aux relations, à la visibilité. Dans le monde de l'art, ça se joue beaucoup au CV, comme je te le disais. Si tu es exposé dans une galerie dans la Creuse ou que tu sois exposé dans une galerie à New York, ça va pas avoir le même impact pour toi. Pourtant, l'expo restera la même. Mais ça se joue vraiment sur les lieux que tu as fréquentés, les personnes que tu as rencontrées, les prix que tu as remportés, les résidences que tu as faites. Ça, j'aimerais bien aussi me lancer un petit peu dans la résidence, justement, pour tester ce format de l'installation monumentale. Comment ça fonctionne une résidence? C'est vraiment t'habites là-bas pendant X temps? Alors, ça dépend des lieux qui t'accueillent, c'est eux qui définissent les conditions. La plupart du temps, ce sont donc des centres d'art ou des communes qui accueillent des artistes, donc qui leur mettent à disposition des moyens pour créer. Ça peut être un atelier de production, ça peut être des outils, ça peut être des moyens humains, donc une équipe qui va être là, ça peut être un autre savoir-faire. J'ai vu récemment, il y avait une résidence dans une imprimerie, donc ils mettaient à disposition toute l'imprimerie et toute l'équipe de l'imprimerie pour que l'artiste puisse faire un projet de création. Donc ils te mettent à disposition ça, ils peuvent aussi t'héberger. Sur place, généralement, ils mettent un lieu de vraie résidence de vie à côté de l'atelier. Mais pas toujours, hein. C'est pas toujours le cas. Ils peuvent te rémunérer aussi pour ton travail de création. Ils peuvent prendre en charge uniquement les frais de production. Ils peuvent te payer la médiation. En fait, ça dépend vraiment, chacun définit un peu ses conditions, mais l'idée c'est de mettre le maximum de moyens qu'ils puissent mettre à disposition des artistes pour qu'ils créent des nouvelles choses et qu'ensuite ils fassent Généralement, il y a quand même une médiation à faire autour de ça auprès des écoles, du jeune public,
même du grand public en général, il y a généralement une restitution de résidence sur laquelle tu vas montrer le travail que tu as produit pendant ces X semaines où tu étais dans ce lieu-là et où on t'a permis de créer, quoi. Et ça, tu trouves ça où? Genre, c'est des bourses de. Ouais, c'est des appels à projets qui tombent un peu. Y a pas trop de règles, faut être en veille constamment dessus. Ouais, je comprends. Le plus dur, c'est le premier pas, enfin, premier client qui fait que, et puis tac, tac, tac. Enfin, souvent, mais c'est ce que je vois de podcast. Souvent, c'est un client qui t'en amène un autre. Ouais. Bah oui, oui, c'est ça. Puis il faut être visible en fait. Puis comme c'est pas vraiment de la commande que je fais, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que moi, je produis. Et puis je produis dans l'espoir que peut-être un jour quelqu'un l'achète, quoi. Mais c'est pas quelqu'un qui va venir me voir en me disant j'ai vu que vous aviez fait ça pour un tel, bah moi aussi j'ai besoin de ça parce que tu vois, dans le graphisme c'est peut-être plus courant dans le sens où tu fais un logo pour un copain, derrière t'en as 5 autres qui vont peut-être monter leur boîte ou qui ont une assoce qui a besoin de refaire son site ou quoi que ce soit. Enfin tu vois, c'est pas les mêmes considérations. Alors forcément tu peux travailler à la commande quand t'es artiste, mais t'es pas sur les mêmes besoins. Tu réponds à un besoin qui est pas du tout primaire. Tu es sur quelque chose de l'ordre du plaisir, du loisir pour certains. Donc c'est la culture. Tu passes. Alors il y a des gens qui vont passer ça en priorité et c'est très bien. Et il y en a pour qui c'est quand ils ont le temps, quoi. Donc voilà. Et puis l'année qu'on a passée n'a pas spécialement favorisé les rencontres artistiques et culturelles. Donc ça n'a pas aidé, quoi. Trop bien pour tous ces projets. Et puis, cette première partie d'épisode, la suite, ce sera le 23. Ciao, ciao! Salut, merci Arthur. Miam 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 miam. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous le 23 juillet pour la suite avec la carte blanche et les questions bonus. D'ici là, ciao ciao!